This meeting is being recorded. Très bien, bonjour à toutes et tous. Donc, euh, on est pour ceux qui connaissent dans le format habituel de table témoignages d'alumni sur leur parcours professionnel. Pour ceux qui se joindraient à nous pour la première fois, euh, on essaye de tenir une séance chaque mois entre les mois d'octobre et le mois de mai. Les thèmes qui sont traités sont des thèmes qui sont choisis par les étudiants. Il y a un groupe d'étudiants avec quelques alumni, dont Geneviève et moi, qui brainstorm et propose un certain nombre de thèmes et les priorise. Et donc Geneviève et moi, nous faisons fort de trouver dans la communauté alumni des quatre écoles de Centrale Lille, des intervenants pertinents sur le thème choisi. Voilà, donc pour les étudiants en particulier, n'hésitez pas à faire des suggestions rapidement puisque le brainstorming dont je viens de parler aura lieu le 2 avril pour le programme de l'année prochaine. Bien. Donc, nous avons aujourd'hui trois alumni. Geneviève va les présenter immédiatement après. Les questions que vous souhaitez poser, il est important d'avoir discussion, débat, mais pour la bonne organisation, on vous demande de poser les questions dans le chat du Zoom. Si besoin, on vous demande d'intervenir directement pour expliciter la question. Mais je reformulerai au fur et à mesure je lirai les questions pour que nos intervenants puissent y répondre. On va procéder aux trois interventions et 10 minutes d'intervention à chaque fois, et ensuite on se prend un quart d'heure, 20 minutes de discussion, échange. Et Geneviève sera la gardienne du temps et nous rappellera l'ordre dès qu'on dépasse un peu le temps prévu. Voilà, vous l'avez entendu, j'ai lancé l'enregistrement, ce qui va nous permettre de mettre les échanges à disposition en replay. Si vous voulez reprendre l'un ou l'autre thème ou pour ceux qui n'ont pas pu se joindre, par exemple aujourd'hui pour les étudiants, on est en concurrence avec des amphis dans le cadre de la campagne du BDA de l'École centrale, Bureau des Arts. Je pense que certains seront intéressés d'y aller ensuite. Voilà. Geneviève, je te Vas-y. laisse présenter nos intervenants. Très bien. D'abord, Sylvain Serrière, Centrale Lille 2007, option système de production, que j'avais le plaisir de animer. Alors, il est actuellement gérant d'un bureau d'études techniques auxiliaires, donc il nous parlera de son job après et puis du domaine d'application. Alors, là, il y a deux photos que j'ai retrouvées dans mes archives. Oui, Alors, ah, on voit pas très bien, mais voilà, j'ai quand même trouvé une photo où c'était la visite de Poissy, je pense, n'est-ce pas, ah, Franck? Et puis, on avait incroyable. été aussi visiter Danone, voilà. Donc, Sylvain est quelque part sous la Charlotte, hein. On ne le voit pas vraiment. Alors, donc, Sylvain, il était président du bureau des sports quand il était donc à l'école. Et donc, pendant la campagne, ils avaient installé un terrain de beach volley dans la résidence en faisant livrer 2 tonnes de sable. Je sais qu'est-ce qu'elles sont devenues après ces tonnes de sable. Et ils les avaient récupérés. Ils avaient récupéré? Ouais, 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 et on avait démonté le terrain, ils avaient récupéré le sable. D'accord. Qui? Ils, les gens qui vous l'avaient livré? Ouais, c'est ça, ouais, on avait réussi à faire un partenariat. Alors, je me souviens plus le nom de la société, mais ouais, ouais, D'accord. C'est c'était bien. marrant.
Puis alors, il faut vous méfier de Sylvain, hein, si un jour vous le rencontrez, si vous voulez lui serrer la main, parce qu'il a cassé le bras du candidat de la liste adverse, là, quand il y avait un débat sur les présidences, voilà, dans le cadre d'un tournoi de bras de fer. Tu me l'avais pas dit, hein, quand tu étais dans l'option. Ouais, non, bah, c'était pas le fait le plus glorieux de ma scolarité, mais c'était un des événements marquants quand même. Voilà, j'avais fini aux urgences avec lui jusqu'à 2 ou 3 heures du matin ils avaient dû l'opérer et tout ça, donc. Bon, ben écoute, visiblement, après, ça s'est arrangé, je crois. Vous avez organisé des événements ensemble. Oui, oui, oui. Et puis aussi, bah, tu m'as signalé que ton ex-femme est une ancienne de l'école. C'est ça, Très bien. c'est ça. Elle s'appelait comment? Elle s'appelle comment? Claire, Claire? oui, Claire Tillier-Renaud, voilà. D'accord. La même promo? Même promo, oui, D'accord. Et puis, vous continuez à travailler ensemble c'est malgré le ça. divorce. Ouais, exactement. Bon, d'accord. Parfait. Voilà, donc Sylvain nous parlera de son job après. Alors, Franck, Centrale Lille, 1992, option automatique, qui est actuellement responsable de l'équipe électronique avancée au département innovation chez Stellantis. Alors, ben, j'ai eu le plaisir d'accompagner Franck dans le cadre d'une thèse sous contrat PSA qui a été soutenue en novembre 96. Donc, qui parlait de la suspension oléopneumatique active Citroën. Voilà, c'était intéressant. Exactement. Voilà, et grâce à une de cette thèse-là, plus quelques deux ou trois autres, bah, ça a permis de signer un contrat cadre avec PSA et mon équipe. Et ça nous a bien aidés puisqu'on a eu un financement sans application directe, mais c'était plutôt pour faire de la veille technologique. Donc j'ai pu payer des DEA, des masters avec ça. Ouais, C'était puis très, très bien. on a pu avoir on a suivi plusieurs thèses ensemble, Geneviève. Voilà, Oui. donc il y a 11 de mes anciens thésards qui ont été recrutés chez PSA. Donc c'est pas mal. On a pu quand même faire infuser un peu les outils méthodologiques qu'on développait dans l'équipe. Donc Franck est un grand lecteur de BD, donc qui recommande Le Monde sans fin de Christophe Blain et Jean-Marc Voilà. Jancovici. Est-ce que vous l'avez lu déjà? Ouais. Non. Mais c'est une BD d'ingénieur, donc Oui, qui oui. travaille sur le problème du réchauffement climatique. Moi, c'est un peu la tasse de thé de Jean-Marc Mhm. Jancovici. Et également, tu as un grand lecteur de romans policiers, d'auteurs de toute nationalité. Tu avais cité, mais je n'avais pas la place, un auteur italien, plutôt sicilien d'ailleurs, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça. Ma belle famille qui est sicilienne, donc j'ai aussi particulièrement euh, un lecteur aussi, pardon, un écrivain que j'aime particulièrement qui s'appelle Camilleri. Et tu lis en sicilien dans le texte. Ah, certainement pas. Certainement pas. Non, non. Non, non, justement, c'est traduit, mais à la mode sicilienne. Ça, c'est assez particulier. D'accord. C'est sympa. Bon, Elliott Varron, Centrale Lille 2013, c'est bien l'option mécanique, Elliott? Je savais pas ce qu'il est. Non, 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 j'ai fait un double diplôme Ah oui, en c'est Suède. vrai, tu as fait un double diplôme à KTH. D'accord, en Suède. Donc, Aerospace Engineering. Donc, ça, il faudra corriger. Et donc, toi, tu travailles à la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Donc, tu nous en parleras plus en détail. Quand tu étais à l'école, tu étais responsable du club de musique électronique. Tu continues à faire de la musique électronique? Plus du tout. Plus du tout. Bon. Non. Et puis, tu m'as dit que tu avais testé toutes les associations, surtout sportives, mais plutôt en tant que membre, pas en tant que responsable. Ah oui, oui, on peut pas tout faire. Mais Donc, double diplôme à KTH, Aerospace Engineering, et puis tu as fait aussi un doctorat soutenu en 2017 sur le contrôle des écoulements. exactement. Voilà, très bien. Bon, bah, écoute, voilà, Jean-Pierre, on va pouvoir passer la parole à Sylvain. Oui, ben, bonjour à tous. Donc Sylvain Serrière, donc, je suis le gérant du
un bureau d'études bêta, qui est un bureau d'études en ingénierie ferroviaire. Voilà, on travaille dans principalement pour la SNCF, dans les schémas d'exécution. Je rentrerai peut-être un poil dans le détail tout à l'heure, mais voilà, c'est un petit peu technique. Et pour vous retracer mon parcours, donc effectivement, j'ai fait le génie production avec Geneviève. Et à la sortie de ça, on voyait tout à l'heure une photo de la visite chez Danone. Mais moi, j'ai fait mon stage de fin d'études chez Lu, qui à l'époque appartenait à Danone, donc, la marque de gâteaux. J'ai travaillé là-bas après pendant 7 ans. J'ai fait 5 ans en tant que responsable de ligne de production, voilà, dans une usine près de Saint-Quentin, en Picardie. Et après, j'ai fait quasiment 2 ans en maintenance. J'étais responsable de la maintenance préventive d'une usine, ce coup-ci à Besançon. Et j'ai quitté le groupe qui, entre-temps, était passé de Danone à Mondelez International et ensuite enfin, non, à Kraft Foods et après de Kraft Foods à Mondelez International. Et j'ai quitté le groupe en 2013 pour rejoindre la région parisienne le projet de reprise de cette entreprise, donc un bureau d'études bêta, qui était une entreprise qui avait été créée par mon ex-belle-mère, dans lequel travaillait mon ex-femme, ce qui explique voilà, qu'on travaille ensemble et toujours aujourd'hui. Et, euh, et du coup, ouais, c'est un bureau d'études en signalisation ferroviaire. Donc, on fait de l'étude de schémas d'exécution. En fait, c'est des schémas électriques qui permettent le fonctionnement de tout le matériel de sécurité à la voie, c'est-à-dire les aiguilles, les passages à niveau, les feux de signalisation pour les conducteurs de train. Et en fait, tous ces, tous ces systèmes à la voie sont en général pilotés depuis des centres ou des postes, qui eux-mêmes sont reliés à des salles d'aiguillage qui peuvent être sur place ou dans des centres centralisés, des commandes centralisées. Et donc, on s'occupe de tous les schémas électriques qui assurent ce fonctionnement-là. On ne fait pas du tout de traction, mais voilà, tout ce qui est système de sécurité pour les circulations des trains, voilà, on travaille dessus. En général, bon, notre client final est toujours SNCF Réseau, puisque c'est eux qui détiennent la totalité du réseau ferré. Je mens un petit peu parce qu'il y a quelques morceaux qui appartiennent à d'autres, à des entreprises ou à des ports. Ça nous est arrivé de travailler un petit peu dessus, mais c'est quand même assez rare. Et voilà, principalement pour la SNCF qui nous donne un cahier des charges alors soit de modification, soit de création carrément d'un nouveau tronçon de ligne ou d'un nouveau poste. Et voilà, en fonction de ce cahier des charges, on réalise les schémas électriques. On leur fournit après et eux, derrière, sous-traitent ou font en interne, mais ils sous-traitent souvent la partie travaux avant la mise en service des installations sur le terrain. C'est un job qui est assez technique, euh, dans lequel il y a beaucoup de normes et de référentiels. Voilà, on a il y a assez peu de place pour l'innovation parce que voilà, c'est un domaine très normé et on doit respecter les contraintes et les référentiels SNCF qui décrivent tout le matériel qu'ils veulent mettre en œuvre. Par contre, on a quand même un rôle important au niveau, on va dire, environnemental. D'une part, par le domaine du ferroviaire, qui est quand même un des moyens de transport les plus écologiques qui soit, en tout cas les plus décarbonés. Et aussi, une de nos particularités dans notre bureau d'études, c'est que on a conservé une expertise assez poussée dans des technologies un peu anciennes. Ce qui est plutôt apprécié d'un point de vue SNCF, parce que quand on veut faire des modifications sur un poste ou sur un tronçon de ligne qui, euh, qui est en techno ancienne, bah, si on n'a pas les compétences pour faire ces études-là, on est obligé de passer sur des technos récentes, et à ce moment-là, ça veut dire beaucoup plus de remplacement de matériel, régénération, etc. Donc, voilà, c'est tout un panel de connaissances et de compétences à maîtriser.
Euh, et euh, ben, on touche un peu à tout type de technologie, récente comme ancienne, ce qui nous permet d'être, de pouvoir nous positionner sur tous les types de sujets, ce qui est plutôt un atout dans notre profession. Voilà, il faut savoir que le réseau ferré français il date des années 1800. Donc, voilà, dessus se côtoient tout type de technologies, des plus récentes aux plus anciennes. Il y a encore des postes à manette où il y a un aiguilleur qui tire des leviers pour manœuvrer des aiguilles, jusqu'à des centres de commandement centralisés qui peuvent être voilà, par exemple, toute la LGV Paris-Marseille, elle est commandée depuis un centre qui est à côté de Gare de Lyon, qui commande l'ensemble des postes. Voilà. Je ne sais pas si c'est à peu près clair sur ce que je fais sur mon parcours. Tout à fait. Alors, y a-t-il des premières questions? Donc, allez-y. Euh, je rebondis sur ce que tu as dit. Donc, peu d'innovation dans au niveau de la SNCF. Donc, Alors, nous, on en fait peu. Après, du côté de la SNCF, il y en a quand même pas mal. Euh, il y en a quand même pas mal qui sont la majeure partie de l'innovation côté SNCF est drivée par les industriels du secteur, qui sont bah, les principaux sont Alstom, euh, mais qui a été racheté récemment, et un groupe qui s'appelle euh, maintenant Hitachi, voilà, dont fait partie le groupe Eiffage ferroviaire. Voilà. Un groupement Hitachi et Eiffage, qui est le troisième, on va dire, gros industriel. Et après, on a des industriels un peu plus, on va dire, un peu plus petits qui développent plutôt enfin, un certain type de matériel. On a Voslo, on a. Voilà. et donc, l'innovation et l'adaptation au changement climatique et la transformation dans ce domaine, si je comprends bien, tu la vois plutôt du côté de l'attraction, comme tu l'as dit tout à l'heure. Euh, alors, il peut y en avoir. Du côté traction, ben, il y a, dans les projets novateurs, il y a des projets de trains à hydrogène qui existent. Il y a encore des projets qui est actuellement d'électrification de lignes, parce on a encore sur certaines lignes du réseau ferré des lignes qui ne sont pas électrifiées et du coup ne peuvent circuler que des locomotives diesel. Mhm. Là, par contre, par exemple, on est en train de travailler actuellement sur un projet d'électrification de la ligne entre Gretz et Troyes. Donc voilà, ça, ça permet aussi petit à petit de pouvoir supprimer des trains diesel pour les remplacer par des trains électriques. Voilà, on a assez peu connaissance en général de ces choses-là, parce que quand on pense au train, on pense que tout était électrique, mais non, pas forcément. Et quand je parlais des trains hydrogène, ça a vocation plutôt à remplacer des locomotives diesel sur des lignes non électrifiées. Euh, voilà. Je crois qu'il y a des premières commandes qui ont été passées, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait déjà eu les premières livraisons de trains à hydrogène. Mais après, il y a plein d'innovations aussi qui sont liées à- sur les, enfin, aux portions de voies les plus circulées, en particulier euh, dans la région parisienne, où là, il y a de l'innovation plutôt liée au mass transit, c'est-à-dire à des problématiques de comment on peut faire circuler sur un nombre de voies limité de plus en plus de trains, avec des fréquences de plus en plus importantes. Et par rapport à ça, on a travaillé sur des projets, alors un projet qui s'appelle EOL, donc, dont on parle beaucoup donc, sur le RER E, qui est le prolongement du RER E sur la partie ouest jusqu'à Mantes-la-Jolie. Et en fait, sur ce projet-là, se posait un problème justement
cadencement de circulation à l'intérieur, enfin, on va dire dans Paris intramuros, parce que la ligne est coupée en deux. En fait, il y a une ligne qui fait est jusqu'à Saint-Lazare, je crois, et l'autre partie qui va faire ouest jusqu'à, je sais pas si c'est Rosa Parks. Mais du coup, sur le tronçon entre les deux, Paris intramuros, la fréquence des trains était trop élevée pour qu'on puisse la gérer avec de la signalisation classique. La signalisation classique, en fait, pour faire simple, c'est des feux qu'il y a sur sur le côté des voies enfin, qui indiquent aux conducteurs de train s'ils doivent s'arrêter, s'ils peuvent continuer grosso modo à quelle vitesse ils peuvent aller. Euh, Entre deux panneaux, on appelle ça un tronçon. Et s'il y a un train sur un tronçon, on ne peut pas envoyer un deuxième train pour pas qu'il se rentre dedans, pour schématiser de manière un peu simple. Et avec ce système de tronçon, ben, on est un peu limité en cadencement de train, puisque ben, il faut attendre que le train libère un tronçon pour en envoyer un deuxième. Et là, l'innovation à ce niveau-là, c'est le fait de supprimer cette signalisation latérale pour travailler sur des cantons mobiles, donc qui bougent avec les trains, on va dire, et avec un système de communication par ondes radio entre les trains et ce système-là de cadencement, ce qui fait que, en fait, tous les trains, le système sait en temps réel euh, où sont positionnés les trains, à quelle vitesse ils sont, et donc ça permet de, de ralentir ou d'accélérer en même temps l'ensemble du trafic. Alors, Adrien, justement, pose une question qui est liée à à la mienne. Les normes sont-elles un frein au développement de l'innovation ou plutôt une aide car elles cadrent les projets? Alors, bon, c'est un domaine que je maîtrise pas totalement parce que nous, on en fait assez peu. Euh, j'ai j'ai l'impression que globalement, ça rallonge quand même plutôt les temps de développement parce que bah, il y a tout un système de validation euh, de la SNCF. Enfin voilà, avant d'être référencé et de pouvoir mettre un nouveau matériel sur le réseau ferré, il y a tout un processus de validation, ce qui, ce qui, euh, ce qui se comprend quand même d'un point de vue sécurité, c'est-à-dire que bah, le système ferroviaire, un peu à l'image de l'aéronautique et de l'aviation, bah, c'est un système qui a pour vocation de ne générer aucun mort et donc d'être le plus sécuritaire possible. Voilà, parce qu'on sait que les conséquences d'un accident peuvent être dramatiques. Donc il y a des process de validation qui sont assez lourds. Et d'un côté, c'est quand même tant mieux. Euh, mais oui, euh, ça n'empêche pas quand même que ce soit un domaine dans lequel il y ait pas mal d'innovation. Et c'est un domaine qui est porteur. Enfin, quand on voit les, les engagements financiers de l'État sur le domaine du ferroviaire, c'est quand même quelque chose de porteur. Et, l'innovation est aussi un peu drivée par l'Union européenne parce que bah, il y a un certain nombre de, de lois qui ont été votées pour développer des normes communes européennes afin que les trains puissent circuler sur le réseau européen euh, en, en ayant des systèmes de sécurité qui soient cohérents et reconnaissables par des trains qui parcourent le réseau ferré européen. Je ne sais pas si ça répond clairement à la question. Eh bien, Adrien va. Mais ce n'est pas le cas. Confirmé. Euh, c'est clair, oui, pour lui. J'anticipe sur l'un des sujets d'Eliott, mais ce que tu as dit sur le cadencement et la saturation des réseaux, ça sera d'autant plus vrai avec le développement du fret ferroviaire, Hmm. pour peu qu'il se produise. Parce qu'on va Oui, plus facilement oui, mettre plus de trains sur, j'imagine, sur les voies existantes plutôt que de construire un réseau spécifique pour le ferroviaire. ouais, bien sûr. Bien sûr, ça peut poser un problème de sillon et ça peut poser aussi un problème
d'organisation, on va dire, de la maintenance et des chantiers au niveau SNCF, parce que bah, les trains de fret sont des trains qui sont susceptibles de rouler la nuit, qui jusqu'à présent, les périodes de nuit, il y a certaines voies où il y a des trains de nuit, mais en général, ils profitent des périodes de nuit pour justement faire un peu des travaux, de la maintenance, etc. Donc c'est toute une organisation à, à repenser, on va dire. Mais oui, c'est un vrai sujet côté SNCF. Et c'est ce qui est aussi intéressant sur le réseau, bah, c'est qu'il y a plein de problématiques hyper différentes en fonction des lignes, des endroits où on est. Euh, il y a, voilà, les problématiques et les types de projets sont pas du tout les mêmes, qu'on soit en région parisienne ou sur des lignes, voilà, des fois des petites lignes qu'on veut réouvrir. Euh, euh, J'allais dire au milieu de nulle part, c'est pas au milieu de nulle part, mais enfin voilà, dans une France plus rurale pour justement permettre l'accès à du transport en commun. Et voilà, il y a plein de choses qui se développent aussi sur des véhicules un peu autonomes sur les voies, des trains de plus petite capacité, des véhicules train-route qui sont aussi en développement, qui puissent circuler sur la route et à un moment donné passer sur le réseau ferré. Donc voilà, il y a plein de choses intéressantes. Tu parlais des chantiers, il n'y a pas très loin de Villeneuve-d'Ascq, un énorme chantier de rénovation de voies sur la ligne Lille-Lens, Lille-Arras, où Mm. on remplace les voies. Ce sont des chantiers sur lesquels vous êtes impliqués, je suppose, puisque ça doit affecter la signalisation. Ouais, souvent oui. Alors ça dépend des types de chantiers, mais c'est assez fréquent ouais, qu'ils en profitent pour mettre un peu à jour et à niveau la signalisation latérale. Et là, pareil, bah, sur le renouvellement de voies et de ballast, il y a aussi des innovations avec maintenant des trains qui existent, des trains-usines, on va dire, qui font passer sur les voies qui renouvellent de manière automatique les rails. Donc, qui déposent les anciens rails, qui reposent des nouveaux rails, qui remettent du ballast, qui enlèvent l'ancien, etc. Donc, il y a aussi des innovations dans ce domaine-là. Ouais. Oui, le fameux train dont tu parles, 750 mètres de long, Mm. et il pose 1000 mètres de rails chaque nuit, oui. C'est ça. J'avais pas les chiffres en tête, mais merci. Oui. Je suis savant parce que j'ai lu La Voix du Nord avant-hier. Et c'est de l'acier Arcelor? Ah ça, j'en sais rien. Ah bah, sur les rails, ils sont en train de mettre en place une filière de rails recyclés. Euh, Ah, alors, je sais plus quelle est la boîte avec laquelle ils travaillent là-dessus, mais je sais que c'est un gros projet du moment pour bah, justement bah, arriver ils génèrent un nombre de rails anciens qui déposent assez important. Et donc, bah, l'idée est de réincorporer le métal dans des nouveaux rails. Ah oui, le recyclage du métal, ça c'est quelque chose qui se fait assez classiquement dans les aciéries. Mais à moins que le projet soit plutôt un projet de rechargement de rails pour les réutiliser plus directement sans les refondre. Ouais, je sais pas. Bon, mais pourquoi pas, tout est possible et ça fait partie de l'économie circulaire. Ça, Hmm. c'est, Oui. on est complètement dans le thème et dans les sujets du moment. Mais maintenant, il y a des compagnies étrangères qui circulent sur les voies. La signalisation est normalisée, là, en Europe. Alors, il y a des normes européennes de signalisation. Après, en France, toutes les voies ne sont pas équipées. Certaines le sont. C'est un système qui s'appelle ERTMS. Mais certaines voies enfin, certaines lignes sont équipées, mais c'est loin d'être le cas de toutes les lignes. Mais oui, effectivement, il y a eu une ouverture à la concurrence des différentes lignes.
Donc, effectivement, maintenant, différents opérateurs peuvent circuler sur le réseau. Et d'ailleurs, l'entité SNCF est maintenant divisée en, je crois qu'ils sont quatre sociétés. Donc, la partie SNCF Réseau, elle, reste propriétaire et gestionnaire de l'ensemble du réseau. Mais par contre, après, elle, euh, elle vend des sillons, enfin, comme un péage pour l'autoroute, quoi. Y a-t-il parmi les présents d'autres questions? Eh bien, si on n'a pas, on va poursuivre. Ok. Franck, à toi? Eh bien, merci. Bonjour à tous. Donc, Franck Guillemard. Donc, moi, je travaille chez Stellantis. Donc, Stellantis, c'est la fusion, donc, depuis 2020 de PSA, donc Peugeot Citroën. Donc, c'est les marques Peugeot, Citroën et DS. Et FCA, donc Fiat Chrysler, qui regroupe à la fois des marques italiennes donc Fiat, bien sûr, Alfa, Maserati, Lancia. Et puis des marques américaines, donc Chrysler, Dodge, Ram et puis surtout Jeep. Voilà, et donc je travaille dans le département innovation donc, du groupe. Donc promotion Centrale Lille 1992. Voilà. D'ailleurs, c'est une des premières promotions Centrale Lille. Je me souviens, ça s'appelait l'IDN avant et on est sorti, ça s'appelait Centrale Lille. Eh oui. Voilà. Et donc, j'ai commencé ma carrière effectivement en faisant une thèse CIFRE, donc dirigée par Geneviève. Donc la thèse CIFRE, donc qui permet de travailler effectivement à la fois dans l'entreprise et puis dans le laboratoire. Donc j'ai intégré le pour travailler sur des nouveaux concepts véhicules dans le domaine de la mécatronique. Voilà, c'est le terme qui est apparu à l'époque. Dans l'idée de concevoir en utilisant le modèle, en utilisant la modélisation. On va dire qu'à cette époque, c'était le début de la démocratisation de l'utilisation du modèle dans l'entreprise, de l'approche système dans l'ingénierie. Et pour la petite anecdote, je me souviens que dans l'équipe dans laquelle j'étais, on faisait partie des premières équipes à utiliser l'outil MATLAB Simulink, donc, qui depuis a été diffusé bien sûr à toute l'entreprise. Et ça correspondait aussi au début de l'intégration du numérique, de l'électronique numérique dans le véhicule, euh, avec l'apparition des premiers calculateurs à bord du véhicule. D'abord sur quelques fonctions et puis ensuite sur toutes les fonctions. Calculateurs qui ensuite ont été connectés avec un réseau interne numérique. Et donc, au sein de PSA puis Stellantis, donc j'ai travaillé sur différents domaines, le châssis, la direction, le freinage, les chaînes de traction, ensuite électrique déjà, parce que même très tôt, en fait, chez PSA, on a commencé à travailler sur il y avait déjà des véhicules électriques à l'époque. Le début aussi des véhicules hybrides. Et puis, bien sûr, le domaine des batteries, et en particulier les batteries lithium-ion aujourd'hui que l'on trouve sur tous les véhicules électriques. Et j'ai même eu l'occasion de travailler d'ailleurs un peu en lien avec Geneviève sur la pile à combustible. Voilà, donc
les premiers tests et les premiers prototypes de piles à combustible dans le groupe. L'architecture électrique et électronique aussi sur le véhicule qui fait le lien entre les différents systèmes électriques et électroniques. Et plus récemment sur les IHM aussi, tout ce qui fait le lien avec le conducteur, les passagers, l'ergonomie, l'attractivité du véhicule, l'apparition et le développement, alors peut-être à outrance de l'utilisation des écrans, donc à l'intérieur du véhicule, les, et les ouvrants pilotés. Et puis ensuite, à partir des années 2000, de la fin des années 2000, donc j'ai commencé à travailler sur la problématique du véhicule autonome. Donc c'est une problématique sur laquelle je travaille toujours aujourd'hui. Donc ça a correspondu à l'époque à une nouvelle étape aussi dans le développement du véhicule où est apparu en fait les premiers capteurs donc pour mesurer l'environnement proche du véhicule, les caméras, les ultrasons, les radars. Et donc tous ces travaux que j'ai menés, que je continue à mener aujourd'hui, toujours été en relation avec les universités, les centres de recherche, les laboratoires, alors plutôt dans le domaine de l'automatique, du contrôle, pour travailler sur des concepts à faible maturité et avec des universités à la fois en France et aussi évidemment en Europe, aux États-Unis ou même et même en Asie. Voilà pour la partie présentation. Alors ensuite, si parler un peu de la thématique, donc sur la mobilité et la problématique du réchauffement climatique. Donc aujourd'hui, la lutte contre le réchauffement climatique est évidemment un incontournable. Euh, pour vous donner des ordres de grandeur aujourd'hui, donc en parlant en termes de consommation de CO2, un Américain consomme 21 tonnes de CO2 par an, un Européen c'est 10 tonnes à peu près. Un Asiatique, c'est 6 tonnes et la cible à atteindre pour le réchauffement, pour être neutre en carbone, c'est 2 tonnes. Donc évidemment, les gros pourvoyeurs dans cette consommation, bah, il y a la mobilité évidemment, mais pas que. Il y a aussi la- l'habitat, pardon, l'alimentation, les produits et les services. Et pour atteindre en fait cette cible, donc ça signifie de faire évoluer fortement en fait le produit automobile. Et les évolutions actuelles, on va dire, du véhicule se résument alors un peu en quatre lettres. Les quatre lettres, c'est CASE. Alors je vais commencer par la lettre E. E, bien sûr, c'est pour la partie électrique. Donc, pour diminuer en fait la consommation de gaz carbonique, en fait, le passage à l'électrique est un incontournable. Alors, on considère en fait, pour faire ce calcul, pas simplement la production de CO2 du véhicule électrique, mais bien évidemment la production de CO2 sur tout le cycle de vie du véhicule, depuis sa fabrication, son usage, jusqu'à son recyclage. Et quand on fait cette analyse par rapport au véhicule thermique, eh bien, on a très clairement en fait un avantage pour le véhicule électrique en termes de production de CO2. Alors, certes, il faut un peu plus de CO2 pour produire le véhicule, pour le fabriquer, à cause des batteries. Mais par contre, c'est complètement compensé par l'usage, puisqu'on ne produit pas de CO2, puisque c'est purement électrique. Alors, bien évidemment, à condition que l'électricité qu'on met dedans soit produite avec des moyens renouvelables.
Il ne faudrait pas que l'électricité soit produite avec du charbon, bien évidemment. Euh, donc, la difficulté, évidemment, aujourd'hui sur cet aspect électrique, c'est l'adoption du véhicule électrique. Donc, on en parle tout le temps dans la presse. Aujourd'hui, il y a une stagnation en fait dans la vente de véhicules électriques. On est à peu près à 20%, quelque chose comme ça, 20-25%. Et évidemment, les raisons sont bien connues. Donc, il y a d'abord le prix du véhicule électrique. Même si année après année, le prix a déjà très fortement baissé. Il y a l'autonomie aussi qui fait peur, mais bon, là aussi, ça a progressé. Et puis, il y a aussi évidemment la charge rapide, donc le temps de charge qui aussi peut être un obstacle. Donc, quoi qu'il en soit, en fait, cette mutation est nécessaire. Pour l'Europe, on a cette limitation là, 2035. 2035, fin de vente des véhicules thermiques. Et donc, on doit absolument, d'une manière ou d'une autre, évidemment, rouler en électrique d'ici cette date de 2035. Donc, juste pour vous donner un chiffre, les véhicules et les petits véhicules utilitaires aujourd'hui, ça représente 15% du total européen des émissions de CO2. Voilà, c'est 15%. Donc, on joue sur les 15%. Voilà. Sachant qu'il reste, à côté de ça, il reste encore le complément, donc 85%, à travers les autres modes de production de CO2. Voilà, donc ça, c'est le E. Ensuite, vous avez le S, c'est la partie share, c'est la partie partagée, c'est-à-dire que on va rechercher à avoir un moyen de mobilité qui est partagé. C'est éviter d'avoir une seule personne par véhicule, avoir des moyens de mobilité en partage, facilement accessibles, flexibles, un meilleur taux d'utilisation du véhicule, parce qu'aujourd'hui, un véhicule, 90% du temps, il n'est pas utilisé, hein, il reste à l'arrêt. Et puis ce partage, ça passe évidemment par le couplage des moyens de transport. Donc c'est ce qu'on appelle mobility as a service. C'est considérer le moyen de mobilité plus comme un service que un moyen de service partagé qu'un moyen individuel. Le A ensuite, c'est autonome. Donc l'autonomie est un moyen justement d'améliorer le partage de la mobilité à la fois pour les personnes et puis pour les biens, pour les marchandises, on n'oublie pas. Donc aujourd'hui, l'autonomie du véhicule se caractérise, alors il y a du niveau 0 au niveau 5. Le niveau 0, c'est qu'il n'y a pas du tout d'autonomie dans le véhicule. Le niveau 5, c'est le Graal, c'est le véhicule complètement automatisé. Aujourd'hui, les véhicules qui sont vendus en série sont au niveau 2. Et donc, il y a de l'automatisation en longitudinal et en latéral, donc sur le volant et les pédales, plutôt dans des configurations d'autoroute, mais ça reste sous surveillance et sous responsabilité du conducteur. Là, l'objectif, c'est d'aller vers des niveaux d'autonomie plutôt 4, avec des moyens partagés, donc des navettes autonomes ou des moyens qui sont capables de transporter des marchandises sans volant ni pédale, donc bien sûr sans conducteur. Et donc, dans ce A de véhicule autonome, les challenges sont encore considérables. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est un travail de longue haleine. Je pense qu'il faudra encore du temps. Alors, il y a déjà beaucoup d'expérimentation. Évidemment, il y a Waymo aux États-Unis, hein, dont on a parlé déjà depuis de nombreuses années. Mais je pense, c'est un des éléments qui va continuer à se développer ces prochaines années pour parvenir à une mobilité pour tous. Et puis la dernière lettre, c'est le C. Le C, c'est la connectivité. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais tous les véhicules sont connectés. Donc vos véhicules sont connectés afin de faire transiter des informations du véhicule vers le cloud et inversement du cloud vers le véhicule. Et justement, cette connectivité favorise le partage d'informations entre véhicules.
ça permet de favoriser le S, donc de partager. Ça permet d'apporter des services supplémentaires au véhicule, par exemple pour faciliter l'usage, pour la navigation, voilà. Pour son entretien, par exemple pour le diagnostic ou pour anticiper des futures pannes ou éviter des pannes. Pour la sécurité aussi, donc en cas par exemple, les appels d'urgence, ça a été une des premières fonctions comme ça de connectivité. Et évidemment, tout en respectant la vie privée, hein, bien évidemment. Euh, Avec le souci aussi de faire une connectivité qui soit au juste nécessaire, c'est-à-dire, c'est un point vraiment à surveiller, c'est de ne pas avoir une augmentation du débit d'information dans la connectivité, qui aussi n'est pas forcément bonne pour la planète. Donc, juste pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, Internet, par exemple, ça représente 20% de toute l'électricité consommée dans le monde. Et donc, avec l'évolution en fait des moyens de calcul, ces chiffres aussi pourraient être amenés à augmenter, ce qui va pas forcément dans le bon sens. Donc, en résumé, donc, on a ces quatre lettres-là pour l'évolution du véhicule avec par-dessus, on va dire, deux priorités majeures. C'est la soutenabilité. Donc, ça, c'est un point très important qui va devenir encore plus important dans les années qui viennent. Donc, minimiser l'empreinte environnementale, avoir une maîtrise, être capable de concevoir en prenant en compte la soutenabilité dès le départ. Et puis, donc limiter évidemment la production de CO2, mais pas que, hein. Il y a aussi l'usage de l'eau, par exemple, l'usage aussi de matériaux critiques, utiliser des matériaux respectueux de l'environnement. Et puis, la deuxième priorité, c'est le coût, c'est de rendre et de conserver un produit qui soit abordable et accessible pour tous. Donc, ce qui suppose optimisation, rationalisation, simplification et frugalité. Voilà, donc si on résume un peu les évolutions de la mobilité, c'est ça, c'est connecté, autonome, partagé, électrique, soutenable et abordable. Voilà pour l'introduction. Voilà, très bien, merci. Merci Franck. Alors Nicolas demande si le bilan carbone total du véhicule électrique, il est vraiment meilleur que celui du véhicule thermique, quel que soit le profil de conduite. Ah bah, c'est quelquefois le profil de conduite. Évidemment, pour pouvoir économiser l'énergie, il faut aussi avoir un profil de conduite qui soit sobre. Je pense que avec le véhicule électrique, on a quand même quelques éléments supplémentaires par rapport au thermique. Notamment, c'est la possibilité d'avoir du freinage récupératif. Donc, à la limite, si on conduit sobrement un véhicule électrique, on va jamais utiliser les freins dissipatifs. On va toujours être capable de récupérer l'énergie. Et donc, de ce point de vue-là, être sobre peut permettre peut-être d'économiser plus l'énergie qu'avec un véhicule thermique. Donc, je ne sais pas si je réponds à la question comme ça. Et puis, c'est ce que j'ai dit aussi au début, c'est-à-dire que quand on fait le bilan global sur tout le cycle de vie entre un véhicule électrique et un véhicule thermique, c'est favorable pour le véhicule électrique, à condition que l'électricité qu'on met dans le véhicule soit décarbonée, soit pas produite avec du pétrole ou du charbon, à condition aussi que quand on va fabriquer le véhicule, on va être aussi utiliser de l'énergie renouvelable et évidemment, il y a des conditions à respecter, hein. Question de Famelot, je suppose que c'est un pseudo. Est-ce qu'il y a une différence de durée de vie entre les batteries et la carcasse de la voiture? Ah, je n'ai Allô Franck, ça coupe de temps en temps, là ça pas coupe. entendu, il y a eu des Franck, coupures. tu peux reprendre ta Allô? réponse? Allô, allô?
Oui, voilà, ça y est, c'est Oui, revenu. j'ai eu une coupure, donc j'ai pas entendu, hein, j'ai pas entendu la question. Oui, est-ce qu'il y a une différence de durée de vie entre les batteries et la carcasse de la voiture, la structure de la voiture? Alors, il me dit ah oui, donc là, c'est la question de la durée de vie de la batterie. Oui, versus Euh, la durée de vie de la structure de la voiture. alors, la structure de la voiture, je pense que c'est quelque chose qui est bien connu. Il y a une durée de vie qui est quand même assez considérable donc ça veut dire ça va pas changer entre un véhicule thermique et un véhicule électrique. Sur la batterie, c'est une question qui revient souvent sur la durée de vie. Aujourd'hui, les batteries qui sont vendues pour les véhicules électriques, il y a des garanties qui sont de 8 ans. Donc ça, c'est le premier point. Donc, une durée de vie qui est quand même importante. Et puis, qui va même au-delà de ces 8 années, sachant qu'on a quand même encore aujourd'hui assez peu de recul parce que jusqu'à présent, il y avait assez peu de véhicules électriques qui étaient vendus et pour avoir vraiment un bon recul sur la durée de vie, il faut avoir plusieurs générations de véhicules pour le savoir. Parce que comment juge-t-on, enfin, ou comment juge-t-on en fait de l'usure d'une batterie en conception? En conception, on n'a pas le temps d'attendre 10 ans ou d'attendre 15 ans le vieillissement de la batterie, bien évidemment. Donc, on procède à des tests de vieillissement accéléré. On va, par exemple, utiliser la température pour accélérer les tests de vieillissement pour vieillir de manière prématurée, on va dire. Mais après, donc ça permet effectivement d'avoir la bonne, le bon vieillissement. Mais après, il y a quand même une analogie à faire entre vieillissement accéléré et donc vieillissement réel. Et donc, il y a toujours un peu ce risque on n'est pas forcément sûr à 100% en fait du vieillissement échelle 1, on va dire. Mais bon, les retours d'aujourd'hui montrent quand même que les batteries sont quand même très, très, très résistantes, quoi. Mais évidemment, il y a un risque. On est d'accord. Et toujours question de Famelot, est-ce que vous développez la recyclabilité des batteries? Oui, alors là encore, c'est quelque chose qui commence parce que pour que la recyclabilité des batteries soit faite, il faut il y ait pas mal de batteries à recycler, ce qui n'était pas encore le cas jusqu'à présent. Et donc, il faut que ces batteries arrivent en fin de vie. Donc aujourd'hui, oui, il y a des travaux et il y a des procédés qui sont développés et qui vont s'industrialiser pour recycler les batteries lithium-ion. Et c'est quelque chose qui va monter en puissance ces prochaines années, hein, obligatoirement. Il y a des matériaux précieux dans les batteries et donc il s'agit de pouvoir les récupérer pour en faire de nouvelles batteries, quoi. Voilà, et Frédéric, je n'avais pas vu ton troisième message avec ton prénom. Voilà. Ah, Donc, Famelot, c'est Frédéric. Dis, par rapport à ces batteries, on parle beaucoup actuellement de l'Asie et de la Chine en particulier, qui a l'air d'avoir des années d'avance sur sur la conception des batteries. C'est vrai, c'est pas vrai? À quoi on en est en Europe? bah, c'est vrai que quand on regarde la production de batteries, c'est essentiellement évidemment en Asie qu'elle se fait. Parce que, et donc, il y a aujourd'hui énormément de véhicules électriques qui sont conçus en Asie. Et par contre, aujourd'hui, on va essayer, on va rattraper le retard. Donc, en Europe, il y a la construction justement de ce qu'on appelle des gigafactories qui vont, dans lequel on va fabriquer justement ces batteries pour pouvoir, en Europe et en France en particulier, pour ensuite pouvoir construire des véhicules électriques. Donc Dunkerque, oui, il y a un écart aujourd'hui. oui. Mais ça, c'est la production. Mais en matière de recherche et développement, la conception, on parle aussi de nouvelles batteries qui vont se recharger extrêmement rapidement, etc., qui viendraient de Chine, encore une fois. C'est vrai, c'est pas vrai?
Alors, oui, on lit des choses, mais il n'y a pas que. En fait, le monde entier fait des recherches aujourd'hui sur les batteries et sur des nouveaux couples électrochimiques de batteries. Donc, pour préparer les nouvelles générations, et évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir augmenter la densité énergétique. Parce que, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, un véhicule électrique est plus lourd qu'un véhicule thermique, parce que la densité énergétique du carburant est quand même beaucoup plus intéressante que celle d'un module batterie. Donc l'idée, c'est d'améliorer ça, et c'est sûr qu'il y aura des améliorations dans le domaine, et puis de pouvoir ensuite utiliser aussi des matériaux qui soient pas des matériaux critiques. Ça aussi, c'est aussi un objectif qui est recherché. Donc, il y a des recherches qui se font. Alors, évidemment, il y en a évidemment en Chine, mais il y en a aussi en Europe, hein. Il y a aussi des laboratoires, et en particulier en France, il y a des laboratoires aussi qui travaillent sur donc, des nouveaux couples électrochimiques plus Qui est-ce qui performants. porte ces recherches à la batterie sur les constructeurs ou sur les constructeurs, les fabricants de batteries? Alors, bonne question. Bah, c'est plutôt des partenariats entre les uns et les autres, hein, je dirais, en réponse. Mhm. Parce que dans la conception d'un module de batterie, on a à la fois besoin de connaître la, la cellule en tant que telle, donc le petit élément qui fait le module batterie, mais aussi le système global qui est lui chargé du refroidissement, de toute la gestion électrique, etc., du contrôle. Donc, il y a un couplage fort entre les uns et les autres. Donc, ça va être des partenariats. Alors, Où tu est-ce parles de qu'on en est des recrutement? véhicules à hydrogène? Pardon. Pardon. Geneviève, tu disais? Mais où est-ce qu'on en est des véhicules à hydrogène? Alors, sur le véhicule hydrogène, donc, il y a, au niveau de Stellantis, en tous les cas, il y a déjà des véhicules hydrogène qui existent, hein, qui sont commercialisés. Donc, des tout premiers véhicules hydrogène, c'est les véhicules utilitaires. Oui, dans les flottes Euh, dédiées, oui. voilà, dans des flottes dédiées. Donc aujourd'hui, c'est très très peu. Après, donc l'avantage de l'hydrogène, donc ça permet d'avoir une plus grande autonomie. Ça permet aussi de recharger. Justement, ça répond à la question de la recharge rapide. Par contre, il y a quand même encore aujourd'hui des freins et des obstacles au développement de l'hydrogène. J'en vois deux. Il y en a une, bah, c'est la disponibilité de bornes de recharge. Oui, Donc borne de recharge en hydrogène, voilà. oui, c'est Et vrai. voilà. Et puis le deuxième élément, c'est qu'il faut aussi produire de l'hydrogène vert, c'est-à-dire de l'hydrogène qui n'est pas fait à partir de pétrole, hein. Donc ça suppose aussi le développement de moyens pour produire cet hydrogène. Il y a beaucoup Donc de travaux là-dessus. oui, 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 mais bon, là encore, ça fait partie aussi. C'est Donc vrai. il y a encore beaucoup de travail à effectuer pour y arriver. Mm. Ouais, parce que Mais ça l'hydrogène, peut. on va l'utiliser dans beaucoup de domaines. Même la sidérurgie, il faut passer à l'hydrogène. Il y a des problèmes de sécurité quand même. C'est plus. Oui, ouais, l'hydrogène, faut faire attention, ouais, ça c'est clair. Ouais, ouais. Bon, Jean-Pierre, une dernière question. Alors, j'en ai deux là dans le tuyau. À propos de sécurité, Tom pose la question du risque incendie des batteries. Est-ce que ça va pas empêcher des véhicules électriques d'accéder à certaines zones, des tunnels, des parkings souterrains, etc. Bah, aujourd'hui, il y a tout un. Évidemment, c'est un point qui est très important, hein, la sécurité thermique. Et aujourd'hui, évidemment, on va vers des batteries qui sont en place qui permettent d'éviter, évidemment, le problème d'incendie avec des systèmes qui sont capables qui vont être neutres et passifs. Donc, voilà. Et la,
Et la dernière de Nicolas, qui Ouais. reprécise sa question de tout à l'heure sur les profils de conduite. Il voulait évoquer le type de conduite et aussi le nombre de kilomètres parcourus par rapport au scope complet du bilan carbone. Il voulait savoir si on comparait l'infrastructure de recharge, qui reste en partie à construire, versus les stations essence existantes. Alors, j'ai pas bien compris quelle était la question. Oui, je Ce peux que, peut-être, pardon, ouais, ouais, bonsoir Franck, je peux peut-être préciser, je vais aller vite parce que je sais qu'on est en retard. D'abord, merci et bravo pour la présentation. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Par rapport au bilan carbone, tu évoquais le scope complet hmm, et du coup, je voulais savoir si, parce que enfin, moi, je reprends mes études et on a fait le calcul. Et c'était le véhicule électrique qui remportait tout le temps, mais il y avait des limites par rapport au nombre de kilomètres parcourus, par rapport aussi à la taille du véhicule. Et par contre, on n'avait pas fait le calcul qui prenait en compte le fait de construire toutes les bornes de recharge, etc., ce qui a un bilan carbone qui est plus important que les stations essence existantes. Après, moi, je suis convaincu par le véhicule électrique, hein. J'avais fait projet Voitelec à Centralille en 2003, c'était mon projet d'école. Donc, depuis toujours, je suis véhicule électrique. Mais voilà, c'était d'accord. pour, quand il faut argumenter face aux contradicteurs, je voulais être sûr du scope complet qui est pris. Je dirais deux choses. Je dirais deux choses. C'est plus on fait de kilomètres avec un véhicule électrique, plus c'est intéressant par rapport au véhicule thermique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux bornes de recharge, c'est que les bornes de recharge, effectivement, il y a besoin de les multiplier, il y a besoin, donc, mais par contre, on les met en place une seule fois, on n'a pas besoin de les mettre en place X fois. Alors, il y a peut-être, je comprends la question, c'est qu'il y a plus de bornes de recharge finalement que de stations à essence. C'est un peu ça la remarque. Oui, et aussi les bornes de charge, elles sont à construire avec la station d'essence sont existantes. Donc forcément, les bornes de charge, il y aura un impact carbone par rapport aux Oui, nouveaux c'est clair. produits, aux nouvelles bornes. Mais Hum, bon, aussi, je suis d'accord. au niveau maintenance, le véhicule électrique, il est bien moins consommateur que le véhicule thermique. Le véhicule bilan carbone, Euh, à 5-10 ans, il est meilleur. Donc voilà, il y a plein de débats possibles. je suis d'accord. Ah, Je il suis faudra d'accord. arrêter là. Oui. Voilà, très On va très passer bien. au suivant. Merci, Franck. Bien, merci Franck. Merci. Voilà, Elios, c'est toi qui as la main. Merci. Bonjour, donc oui, Égal Varon, actuellement adjoint chef du service des politiques de transport à la DRIAT, donc la Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports. Donc c'est la direction territoriale du ministère de la transition écologique, et rattachée notamment à la préfecture de région d'Île-de-France. Et donc, il y a des missions régaliennes, mais également du coup d'accompagnement financier de projets, avec le suivi notamment assez proche auprès des maîtres d'ouvrage, hein, de ces projets. Donc, pour ce qui est du service politique des transports, bien entendu, on accompagne donc tous les projets d'infrastructure, hein, notamment pour les transports en commun, donc tout ce qui va être transport urbain en Île-de-France, et également tous les autres types de transports hors routier, que ce soit alors le vélo, les aménagements cyclables, les stationnements, les places de stationnement, notamment à proximité des gares, et également des infrastructures de fret, alors ferroviaire essentiellement, également pour le fluvial et le portuaire, hein, puisqu'on a un axe Seine assez important qui nous relie à la Normandie et notamment au port du Havre, hein. Et également les projets d'infrastructures interrégionaux de transport de voyageurs, donc avec des projets de lignes nouvelles ou de gares nouvelles, ainsi que les grands projets de modernisation, comme l'a pu évoquer tout à l'heure Sylvain, notamment en lien avec soit la mise en place du RTMS ou d'augmentation de puissance électrique pour des matériels roulants nouveaux. Donc je reviendrai un peu plus en détail après sur ces sujets-là. Donc avant de rejoindre l'Adriat, hein, au tout début, donc je suis sorti de Centrale Lille donc en 2013 après un double diplôme avec KTH, donc à Stockholm, hein, et une spécialisation en aéronautique et aérospatiale. J'ai poursuivi derrière avec toujours des travaux d'ingénierie et de la recherche scientifique, hein, sur donc des sujets de mécanique des fluides notamment,
appliqués, donc expérimentaux, et à- sur des sujets du coup de contrôle d'écoulement. C'était appliqué au transport terrestre dans un premier temps, puis après au transport aérien. Euh, et donc réaliser quelques post-doc à la suite, en mêlant du coup les sujets donc plutôt historiques de mécanique des fluides avec des approches un peu euh, qui étaient nécessaires en fait pour les sujets les problématiques que ça comportait, notamment des problématiques de non-linéarité avec des apprentissages machines, des apprentissages profonds. La parallélisation des calculs, qui est à ce moment-là aussi en plein boom. Donc, c'était assez bénéfique là-dessus de pouvoir commencer à le mettre en œuvre dans un domaine, dans un champ particulier, donc le transport. Et puis après cette petite courte carrière de chercheur junior, j'ai eu l'opportunité de pouvoir rejoindre l'administration. Et le premier poste était à la DGAC, donc la Direction Générale de l'Aviation Civile, plus particulièrement sur des sujets de sécurité d'aviation civile, où j'ai pu notamment cette fois-ci avoir des missions plutôt dédiées à l'audit et au contrôle, donc sur le respect des règlements de sécurité. On l'évoquait tout à l'heure pour le ferroviaire. Bien sûr, il y en a également pour l'aérien. Euh, et enfin, c'est également un domaine dans lequel il y avait des enjeux de prise en compte des, dire des objectifs environnementaux, à les mettre en phase finalement avec ces règles sécuritaires. Et bon, il y avait un grand travail là-dessus, notamment des tentatives, enfin, voilà, un grand travail de concertation avec l'ensemble des acteurs de ce secteur pour y arriver. Puis, alors, bon, je travaillais pas très, enfin, à Ballard en fait, donc c'est au sud-ouest de Paris, et j'ai traversé le périph' pour rejoindre donc la Dryat il y a quelques temps, un peu avant les Jeux Olympiques et Paralympiques, où là j'ai vraiment, enfin voilà, j'ai découvert on va dire ces actions, les actions de l'État et possibles pour mettre en œuvre donc des politiques de transport, décliner en fait les objectifs nationaux au niveau de la région, donc que ce soit donc par le financement ou voire même donc la programmation, de la planification, en travaillant avec notamment Île-de-France Mobilité, donc qui a un rôle important en tant qu'autorité organisatrice des mobilités. Donc il fixe des objectifs à des horizons. Donc là en ce moment il y a un travail sur le plan des mobilités en Île-de-France, pour laquelle d'ailleurs il y a aujourd'hui une concertation publique et une enquête publique. Donc j'invite les franciliens d'ailleurs à y répondre aujourd'hui. Donc c'est mené par la région et Île-de-France Mobilité, dans laquelle donc les objectifs à horizon 2030 qui comportent une grande partie des enjeux environnementaux et de transition écologique pour le domaine des transports, donc qui devront être derrière déclinés finalement par les collectivités et par les opérateurs, notamment du transport, qu'ils soient de marchandises ou voyageurs. Et là-dedans, en fait, on va retrouver les enjeux, les objectifs qui aussi ont été fixés par l'État. On y travaille de concert, notamment avec, par exemple, le report modal du transport de marchandises routier vers des modes ferroviaires pardon, et fluviaux. Donc il y a des objectifs de doublement de l'usage de ces modes entre 2019 et 2030. Donc on passerait, enfin l'objectif est de passer à aller un peu moins de 20% sur ces modes-là, alors qu'aujourd'hui on en est plutôt à 10. Donc l'essentiel du transport aujourd'hui de marchandises est plutôt routier. Donc il y a un grand challenge finalement, un grand enjeu à pouvoir y passer sur ces modes. Alors bien sûr, ça s'organise sur des temps longs. Hein, c'est aussi pour ça que c'est des États, des puissances publiques en tout cas qui essayent d'impulser cela.
Également des déclinaisons en fait de grands objectifs européens dans ces documents de planification. Donc ça, c'est travail de concert également avec les acteurs que sont SNCF Réseau, qu'on a cité tout à l'heure, également Aropa, qui avait été aussi rapidement évoqué pour ces enjeux ferroviaires qu'il y a de passer aussi également du portuaire, enfin, du fluvial au ferroviaire, en essayant de limiter l'usage routier. Euh, et aussi des objectifs d'électrification des flottes routières, hein, comme ça a été dit juste auparavant, puisque le routier, de toute façon, enfin, voilà, on ne peut pas y échapper. C'est quand même une organisation aujourd'hui du transport qui a été planifiée essentiellement pour ça, et donc qui doit être pris en compte et quelque part modernisé. Pour le transport de voyageurs aussi, il y a tout un travail, bien sûr. Bon, alors, au niveau des agglomérations, c'est une organisation via les transports en commun qui est assez forte déjà, qui permet en fait de limiter grandement l'usage du véhicule personnel, surtout thermique, aujourd'hui, et qui reste encore développé Oh, via. excuse-moi, Timothée, est-ce que Timothée peut couper son micro là parce il y a des bruits parasites. Merci Timothée. Vas-y Elliot, excuse-moi. Merci, merci. Donc voilà, des enjeux aussi voilà, pour les transports de voyageurs via les transports en commun, mais également développement de mobilité active, un peu émergente notamment depuis 2020, avec l'usage du vélo et le déploiement d'infrastructures dédiées pour créer finalement aussi un système complet et attractif pour les usagers. Bon, voilà un peu l'essentiel des activités que j'occupe aujourd'hui, sur lesquels je travaille, hein, et sur lesquels du coup l'étape planche également, avec en fait un travail de concertation important à mener avec les collectivités, les élus de ces collectivités, et les grands opérateurs qui sont quand même en maîtrise d'ouvrage finalement du déploiement de ces infrastructures. Il y a des volets liés aussi également aux services, sur lesquels bon, là je travaille moins, mais qui est également porté par le ministère et les opérateurs, où là vous avez notamment, tout à l'heure on y a fait référence également, c'est l'utilisation des données pour aider à optimiser soit les déplacements, voire les limiter aussi, les réduire, hein, pour, pareil pour limiter les émissions. Il y a également des travaux, enfin, c'est forcément lié aussi à l'aménagement du territoire. Donc là, ce sont des services dédiés sur les questions foncières notamment, et puis aussi d'incitation à l'usage du foncier et développement de pôles et les liens entre ces pôles d'attractivité économique ou, euh, ou de résidence. Donc ouais, voilà, c'est pas, enfin disons que le sujet de la mobilité des transports, bon, il est constamment étudié, constamment réfléchi. Aujourd'hui, la thématique et l'enjeu finalement de la transition écologique est quand même de plus en plus imprégné dans les documents cadres finalement qui servent à planifier l'organisation du territoire, mais aussi à organiser les flux, qu'ils soient de voyageurs ou de marchandises. Donc il y a des objectifs. Enfin, aujourd'hui, les objectifs sont clairement connus, on va dire. Après, voilà, il reste à les décliner et à les programmer sur différents jalons pour arriver notamment à une neutralité carbone qui a été fixée d'ici 2050. Merci. Tu as terminé? Oui. Ok. Euh, Par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, on voit qu'on est beaucoup dans la planification. Tu as parlé de temps long, c'est le long terme, etc. Est-ce que, malgré tout, ça se traduit en actions concrètes et réelles, opérationnelles, ou est-ce qu'on est dans la politique avec une notion plus lointaine?
Alors les deux, puisque notamment au niveau des élus, il y a une demande forte pour concrétiser tout ça aussi. Et puis, donc on retrouve les deux. On n'a pas non plus commencé d'une page blanche. Il y a déjà des projets qui ont été lancés il y a longtemps et qu'on envoie, on envoie un petit peu déjà le résultat aujourd'hui, en tout cas la mise en service aujourd'hui pour ce qui est de l'Île-de-France. Je parle, notamment au niveau du Grand Paris Express. D'autres, tout à l'heure on évoquait EOL également. D'autres opérations des régénérations de capillaires, fret, par exemple, on est sur des temps longs également, puisque c'est des travaux qui vont prendre 3-4 ans pour des résultats euh, qui vont être visibles aussi au bout d'une 5-6 ans après. Donc aujourd'hui, voilà, on a cette réflexion à la fois sur le temps long pour prendre aussi en compte l'existant et on a aussi ce qui était issu d'opérations déjà lancées, puisque finalement cette vision quand même elle date aussi d'organisation. Il y a déjà des textes, des lois là-dessus qui définissaient les objectifs dès les années 2000. Donc ces grandes infrastructures, on les voit déjà aussi émerger. Aujourd'hui, il y a du renouveau quelque part avec des nouveaux plans, notamment pour le fret ferroviaire. On en entend beaucoup parler. Il y a un dimensionnement aussi financier à trouver, une organisation financière à trouver pour finalement pérenniser toutes ces intentions, puisque il y a un enjeu derrière de maintenance pour le ferroviaire, d'amélioration de la qualité aussi des services. Euh, Ça, ce sont des résultats qui se mesurent tout le temps. En tout cas, il y a des indicateurs qui sont suivis là-dessus. Ça fluctue en ce moment. C'est difficile de le quantifier, enfin, d'estimer que forcément on a un résultat immédiat au vu de ces investissements. Voilà. Pour autant, encore une fois, il y a des infrastructures qui se prêtent plus aussi à traduire finalement un résultat immédiat, typiquement pour les infrastructures vélo. Il y a un moment sur le déploiement du linéaire cyclable sécurisé en Île-de-France, il y a eu un boom assez important, notamment Paris et en Petite Couronne. Aujourd'hui, ça se traduit. Le premier mode finalement de déplacement entre Paris et la Petite Couronne, c'est devenu le vélo, devant la voiture. Ah oui, à ce point-là, oui. Ah, ouais. Oui. Euh, je pose un peu la question. Le fret ferroviaire, par exemple, ça, c'est un sujet qui revient tout le temps depuis je sais pas, 10 ans, 20 ans, 30 ans. En plus. Et avec un constat que ça bouge pas beaucoup. D'où ma question. Est-ce Oui. que malgré tout, vous arrivez à faire bouger les choses dans le sens, aller vers une concrétisation? Alors, il y a une complexité du fait du nombre d'acteurs à mettre on va dire, en branle, en tout cas à mettre dans la même direction. Donc déjà, il y a un sujet de poser un diagnostic partagé. Ça, c'est déjà l'enjeu, enfin un des enjeux. Il y a aussi la question de prendre en compte finalement les besoins existants, de les faire cohabiter entre les besoins de déplacement voyageurs et les besoins de déplacement marchandises. Puisque effectivement, tout à l'heure, c'était également évoqué, c'est que le réseau ferroviaire aujourd'hui, il est partagé. Son usage est partagé avec quand même une prédominance pour le voyageur qui a été établie. Il y a aussi une organisation du réseau ferroviaire en étoile qui fait que il y a finalement des passages un petit peu obligés pour les circulations ferroviaires. Pour tout ce qui est notamment dès qu'on parle de façon de transport ferroviaire pour marchandises, c'est pour des longues distances. Donc on est aussi sur du transit euh,
soit de la France du coup vers l'étranger ou de l'étranger vers la France, voire même de l'Espagne vers l'Allemagne, très clairement, ou l'Italie vers le nord. Et ce type de transport et d'organisation finalement de ces sillons, hein, c'est le terme, euh, il est complexe. Et c'est vraiment très récemment, pour le coup, que la production, la création des sillons à partir du réseau ferré existant euh, a été repensée par SNCF Réseau. Euh, et aujourd'hui, il y a un travail de concertation bien plus en amont qu'il ne l'a été jusqu'à présent, qui est mis en place. Donc maintenant, on travaille finalement sur des horizons 5 à 10 ans pour définir ce que seront les trafics, les circulations futures. Pour bien prendre en compte les besoins justement en déplacement voyageurs et, euh, et de marchandises, et les contraintes également évoquées tout à l'heure, les travaux sur les lignes, donc les interruptions de trafic, en fait, le vieillissement du réseau, donc avec les obligations, la programmation de la régénération du réseau. Tout cela pour permettre en fait de repérer quelles sont les infrastructures à mettre en service de façon prioritaire. Ça rejoint un peu aussi l'enjeu, enfin c'est lié aussi à l'enjeu du financement, parce que ce sont ces infrastructures qui ont des coûts tels qu'aujourd'hui, dans la situation budgétaire actuelle, en tout cas, on se retrouve à devoir les prioriser très clairement. Donc pour cela, d'ailleurs, il y a une grande réflexion qui est lancée sur la pérennisation des financements, enfin sur la réflexion même de comment les financer, ces infrastructures de transport. Ça se traduit après aussi via des contrats de plan entre l'État et les régions, puisque les régions organisent la mobilité. Et donc ces contrats de plan visent justement à définir une programmation de déploiement d'infrastructures et donc de financement de ces infrastructures. Donc aujourd'hui, il y a le volet mobilité du contrat de plan État-région en Île-de-France, il comporte des lignes de financement pour le fret ferroviaire. C'est la première fois que ça se fait, alors que les contrats de plan État-région existent depuis les années 2000, début 2000. Je crois, là, c'est la 6e génération. Et donc, déjà, cette concrétisation multipartenariale, parce que voilà, ça implique tellement d'acteurs, ça permet aussi d'acter, de contractualiser collectivement sur des infrastructures lourdes et qui ont été pensées, en tout cas, pour être intégrées vraiment dans un réseau existant. C'est un peu, on va dire, l'approche un peu récente, je ne peux pas dire innovante, mais en tout cas récente de 5-10 dernières années qui commence à se concrétiser. Je crois qu'il faudrait une dernière question maintenant parce qu'il est bientôt Alors, 20 heures. Timothée, justement, en lien avec ce sujet, pose la question comment inciter les entreprises à développer le fret ferroviaire? Alors, il y a plusieurs approches. Euh, on peut parler des coûts du routier. Est-ce que les externalités sont bien prises en compte ou non? Enfin bon. Après, le routier est complémentaire du ferroviaire sur certains aspects quand même, enfin, sur Oui. de nombreux aspects. Il y a un sujet déjà de quelles entreprises sont les plus aptes à utiliser le fret ferroviaire. C'est essentiellement pour transporter des gravats, que ça s'y prête bien, pour aussi être dimensionné pour faire du transport combiné, donc être utilisé, être facilement finalement transbordable du train sur un semi-remorque, puis du semi-remorque vers le fluvial, par exemple. Conteneur, ça. Voilà, et donc le dimensionnement des trains et du réseau aussi, hein, puisque du coup il y a une charge à pouvoir porter, il y a des dimensions, du coup des tunnels par exemple, qui doivent être prises en compte. Euh, donc en fait, il y a toute une réflexion à avoir sur quelles sont les entreprises qui s'y prêtent le plus. Euh, Faire connaître finalement aussi la possibilité d'aller vers du fret ferroviaire, être incitatif. Donc ça, il y a déjà il y a des aides pour cela.
pouvoir installer les infrastructures au sein d'un domaine privé, d'une entreprise, pour pouvoir faire justement le chargement. Il y a des exemples assez importants de grandes entreprises enfin, qui occupent un foncier assez important pour pouvoir charger directement leur production dans un train et l'envoyer sur le réseau. Donc, ça s'appelle les installations de terminal embranché, les ITE. Donc, il y a tout un enjeu à conserver les ITE existantes et puis en développer de nouvelles. Donc là, il y a une identification des entreprises qui s'y prêtent le plus, hein, très clairement à avoir. Et finalement aussi, l'enjeu, c'est forcément lié au développement industriel. Donc il y a un travail qui est mené là-dessus, notamment par euh, collaboratif entre le ministère et le ministère de l'économie, notamment la DGE, sur cette question-là. Euh, donc là-dessus, je vous conseille plutôt de vous référer plutôt à la branche économique pour cette question-là, pour avoir une réponse plus complète. Bon, Jean-Pierre, il faudrait conclure, je pense. Oui, bon, désolé Frédéric, mais bon, Elliot prend ta question, mais si tu veux la réponse, il faudra que tu le contactes à part. Désolé, mais on a un contrat qui est de respecter l'horaire et on va le faire ce soir également. Bien, juste Merci. pour rappeler à tout le monde que le replay va être disponible à partir de demain sur le site de Centrale Lille Alumni. Euh, il suffit de se connecter et de le récupérer. Euh, les prochaines étapes, on a en perspective peut-être le mardi 29 avril, si on arrive à avoir tous les interlocuteurs disponibles à cette date-là. Sinon, on décalera à la fin du mois de mai. Et là, le sujet est très différent puisque le but est de faire parler des ingénieurs qui exercent un métier artistique. Et on a eu la surprise de constater qu'il y en avait quand même un certain nombre. On a dans nos alumni, y compris un acrobate au Cirque du Soleil. Donc, c'est dire la diversité des métiers exercés par les alumni. Je l'ai dit en introduction, je le redis, donc le 2 avril avec la Team Alumni, qui est une équipe qui regroupe des alumni et des étudiants. C'est là où on définira les thèmes pour le mois de mai et surtout pour l'ensemble de l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup à nos trois interlocuteurs. On a eu un petit message un message de Sylvain qui a dû nous quitter. Il nous avait prévenu avant, c'est pour ça qu'on l'a fait passer en premier, puisqu'il a que des contraintes familiales, mais il propose, pour ceux qui le souhaitent, de le contacter. N'hésitez pas à le contacter si vous voulez approfondir certains sujets. Donc merci à Sylvain, merci à Franck et merci à Elliot, et merci à vous tous de vous être connectés. Merci, merci. Merci à tous les trois. Bon, Merci également. Au bonne revoir. soirée. Bonne soirée. Au revoir.